Et un peu un assainissage Jugurtha pour eux. Eux, les Niort, c'est pas pareil. D'ailleurs, est-ce que les Kabyles ne rentrent pas dans le... Non, justement, non, attends, justement. C'est Parce ignoré que des deux côtés. les Kabyles, généralement, eux, plutôt francophones, etc. Alors, oui, ils connaissent Massinissa Jugurtha, mais c'est pas forcément qu'ils ne veulent pas parler de mer. Par exemple, justement. au Moussa Ibn Nusayr, les gens qui ont fait le côté religieux musulman. C'est pas forcément qu'ils ne veulent pas parler d'Yamur Hassan ou quoi que ce soit, qu'ils ne connaissent pas, tout simplement. Mais ils sont plutôt francophones. Ce sont des gens qui connaissent, des gens qui connaissent le Shafi'i. Moi, par exemple, le Wahhab, je sais pas, nous avons vécu en Algérie quand même, on a connu le mouvement. Oui, et je vais encore plus que ça. On nous a jamais parlé du côté musulman. Je vais t'expliquer tout de suite aussi. Parce qu'en fait, quand tu découvres le Wahhab, il a beaucoup écrit sur l'islam berbère. Non, il n'a pas écrit, par contre, il a fait beaucoup de choses. Moussa Ibn Nusayr. Il était un berbère. Non, mais si d'abord, et par exemple, j'ai donné l'exemple dans mon livre, ça c'est écrit. Dans mon livre, par exemple, j'ai parlé des Almohades. Les Almohades, ils se sont proclamés califes. Donc ils se sont rendus indépendants du Moyen-Orient. Ils étaient eux-mêmes. Ça c'est un autre, oui. La langue officielle. Alors, il n'y avait pas de langue officielle à l'époque, c'est un anachronisme, mais la langue officielle de l'État almohade, c'était le Tamazight. Les discours, par exemple à Séville, les discours qui étaient faits, parce qu'en fait le Mahdi, Ibn Toumat, il était berbérophone. Et donc, par exemple, le calife Abdelmoumin, qui venait de l'Ouest-Algérie actuelle, l'année d'Orma, il ne parlait qu'en berbère quand il était tout ça. On a même l'exemple d'un médecin andalou qui est venu le supplier de lui laisser apprendre le berbère. Ça, c'est pas connu, quand tu prends tu vois ce que je veux dire. C'est pas connu des Kabyles, en même temps, c'est pas que les Kabyles veulent pas le mettre en... c'est qu'ils connaissent pas déjà. Et les arabo-islamiques, généralement, ils connaissent pas non plus. Je caricature, mais bon, on s'est tous compris. Et on sait, par exemple, que les Almohades, eux, ont fait du tamazight une langue quasiment supérieure à l'arabe, à l'époque médiévale. Oui, ce qui devrait être fait. Et quand ils sont arrivés à Fès, quand ils ont pris Fès, t'imagines, Fès, c'est une capitale de la civilisation à l'époque, oui. Ils ont viré le prédicateur de la grande mosquée de Fès parce qu'il ne parlait pas assez bien Tamazight. Et jusqu'au XIVe siècle, les prêches faisaient Tamazight et ça dit Fès. Fès, c'est la ville la plus arabophone du Maroc. Et tu prends Tlemcen, Yamur Hassan, le XIIIe siècle, on est 5 siècles après l'avènement d'Islam. Yamur Hassan ne parle que le berbère, Hachas Tamazight. C'est les deux frères Ibn Khaldoun qui nous le disent. Par exemple, à un moment, il a inauguré un minaret. Et un monument, en tout cas un minaret, si je ne me trompe pas. Et Yahya ibn Khaldoun, le frère cadet d'Ibn Khaldoun, raconte qu'on voulait écrire son nom dessus. Il a dit non, c'est pas la peine, Isant Rabbi. Dieu, tu vois, c'est tel quel écrit dans le texte arabe, parce qu'il parlait qu'en berbère, Isant Rabbi, Dieu le sait, tu vois ce que je veux dire. Et on sait même, alors moi c'est un truc que j'ai découvert, qu'au XVIe siècle, t'imagines, quand tu regardes sur l'histoire longue, le sultan de Tlemcen savait encore parler le berbère, juste au moment de l'arrivée des Turcs. On a un témoignage là-dessus, c'est Sid Ahmed Ben Youssef, tu sais, le grand marabout Amravor Ben Milyana. Sid Ahmed Ben Youssef, il est né à. Il est né où? Il est né à l'actuelle wilaya de Relizan. Il est né à Qalat Ben Rachid. Autrefois c'était très connu, maintenant c'est moins connu. C'est une ville religieusement très. Voilà. Et on sait que, pour donner on sait qu'il parlait berbère, qu'il s'exprimait en berbère, c'est dans les textes, qu'il s'exprimait en berbère. T'imagines, Relizan c'est totalement arabisé aujourd'hui. C'est totalement arabisé. Même quand les Français ont pris l'Alger en 1830, c'était arabisé. Mais encore, au 15e, 16e siècle, c'était berbérophone. Et donc, dans les dictons attribués à Sid Ahmed Ben Youssef, qui sont plus ou moins de lui, etc., René Basset cite en introduction un passage où, c'est plus ou moins mythifié, mais où Sid Ahmed Ben Youssef est en prison à Tlemcen. Et le sultan de Tlemcen lui parle à un moment et lui dit Afar Sinna, Far. Dans le texte arabe tel quel, c'est écrit Far, sort. C'est-à-dire que le sultan de Tlemcen savait encore parler Tamazight au XVIe siècle. Au XVIe siècle. T'imagines en Zénat, Tlemcen. Tu vois ce que je veux dire? On a même un texte de Marmol, qui est un auteur espagnol, qui nous dit qu'au XVIe siècle, la langue courante parlée à Marrakech, c'était le berbère. Tu vois ce que je veux dire? Et on sait, ça j'avais fait une vidéo avec Berbère TV là-dessus, et j'ai trouvé aussi chez Marmol, il raconte qu'au XVIe siècle, à côté d'Alger, dans une ville située sur l'oued El Harrach, il y avait encore une fraction des Banu Mezranna qui parlait Tamazight. Donc juste à côté, à quelques kilomètres d'Alger, quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'arabisation, c'est un processus linguistique extrêmement long. Durant l'essentiel de l'époque médiévale, les sultans, les émirs, les califes berbères, l'essentiel de cette période est dominé par les berbères. C'est un truc qu'on les connaît. Alors, tu vois, justement, quand tu prends des militants kabyles, ils vont te dire
avant Massinissa, Jugurtha, c'est la Berbérie, puis après l'avènement après le 7e siècle, c'est l'arabisation. Ouais. Ah, pas du tout. Non, ça s'est pas passé comme ça du tout. Mais par contre, parce que ça c'est deux choses. En fait, les berbéristes, ils reprennent ça des pseudo-nationalistes algériens qui te disent, voilà, parce qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'histoire. Le Jdoudner dit Maziran, mais on va, ils sont rentrés dans l'arabie. C'est ce que je disais justement. Tu vois ce que je veux dire quand Chadli dit nous sommes des Algériens arabisés par l'islam. Et les marabouts alors, qu'est-ce que tu as trouvé sur les Maravzan, c'est pas en Kabylie quand même, c'est c'est pas très derrière la langue quand même. Hein? Oui, mais Maravzan c'est partout, hein, des Thmourf, Zaïr, des Thmourf, le Maroc. C'est juste qu'en Kabylie, tu vois, juste pour te répondre à ta question, puis je vais te répondre tout de suite. Tu vois, le paradoxe de la Kabylie, c'est que le problème de la Kabylie, c'est pas un problème, hein, mais tu vas voir le truc, c'est que c'est la région d'Algérie qui, durant l'époque coloniale et encore à l'heure actuelle, du coup, a été de très loin la plus étudiée. La plus étudiée. C'est celle sur laquelle on a le plus d'écrits. Il y a un ouvrage qui est apparu dans les années 1920, qui a été écrit par un Français, j'ai oublié son nom. Il a fait en fait une espèce de dictionnaire dans lequel il recense, une bibliographie dans laquelle il recense tous les ouvrages qui ont paru sur l'Algérie depuis 1830 jusqu'aux années 20, 1920. Et il les classe par thème. Donc il met Kabylie, Alger, Mzab, Touareg, etc. Alors quand tu vas dans la case Kabylie, tu trouves XXXX ouvrages, alors que quand tu vas dans la case Mzab, tu en trouves beaucoup moins, etc. Quand tu vas dans la case Touareg, la Kabylie c'est vraiment de très loin, objectivement, la région qui était la plus étudiée, et dans l'époque coloniale, et par les Kabyles, même par la suite. C'est juste parce qu'il y avait la proximité d'Alger. Il y avait la proximité, puis c'est la région la plus peuplée. Les terres blancs, ils étaient beaucoup plus simples. Oui, par exemple, les Chaouiennes ont été très peu étudiés. Donc ça explique aussi le fait qu'ils n'aient pas de conscience identitaire. Ils ont été très peu étudiés et encore à l'heure actuelle, ils s'étudient très peu. Oui, c'est vrai. Tu as très peu de Chaouis qui écrivent sur eux. Et quand il y en a un qui se met à publier une thèse, etc., ça fait le tour du net. Il y en a un qui a publié une thèse avec Salem Chaker et je crois Aline Alco, Aix-en-Provence, sur le Chaouia, très récemment, où il a pris toutes les régions sur Paralas, etc. Et ça a fait le tour du net parce que c'est tellement rare. Justement, qui a fait un truc sur. C'est peut-être lui, celui sur les Chaouis une thèse du livre. Non, ça, je sais pas. Ça, je sais. Et tu vois ce que je veux. Et pourquoi je voulais te répondre là-dessus? Parce que voilà, Imam Razdan, quand tu cherches des écrits sur Imam Razdan, tu vas les trouver principalement du coup sur la Kabylie, comme c'est la région d'Algérie qui a été plus étudiée. Imam Razdan, c'est pas propre à la Kabylie, ça existe partout. En plus, Imam Razdan, c'est plus tu vas vers le Maroc et plus tu trouves Imam Razdan. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je l'ai acheté, je l'ai lu. Hein. Je l'ai acheté en Algérie aussi. Mais par contre, il est vieux, tu vois, il date de 1900, donc il est un peu. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, donc Imam Razdan, il ne faut pas confondre Imam Razdan et le. Enfin, et les marabouts de l'Afrique noire. Al-Mourabitoun, la civilisation. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la fin du Moyen-Âge maghrébin, c'est toujours très important, ça au XIVe siècle. Au XIVe siècle, tu as 3 dynasties berbères qui règnent sur le Maghreb. Ce sont des dynasties berbères. Hein. Je te prends ton café. Oui. Tu as 3 dynasties berbères qui règnent sur le Maghreb. Tu as les Zianides à Tlemcen, tu as les Mérinides, Banu Marine à Fès. Oui. D'ailleurs, au XIIIe siècle, on sait que le sultan mérinide de Fès ne parlait que le berbère. Au XIIIe siècle, on a plusieurs exemples. Hein. Tu vois ce que je veux dire pour te montrer que... Bon. Et à Tunis, ceux qui règnent, c'est les Hafsides, qui sont des berbères du sud marocain, et qui se sont proclamés califes, à la place des Almohades, dans la continuité des Almohades, pour des raisons complexes qu'on va étudier ici. Enfin, qu'on peut, mais ce n'est pas le sujet. Et qu'est-ce qui se passe? Donc les Hafsides ont la légitimité califale, les Zianides c'est des gouverneurs qui ont reconnu le califat Hafsid, et au début les Mérinides qui sont à Fès ont aussi reconnu le califat Hafsid. Tout ça ce sont des berbères. Hein. Et puis il se trouve que les Mérinides, en fait, ils ont un grand problème de légitimité. Tu vois, on va arriver au marabout, mais je suis obligé de passer par là. Hein. Les Mérinides ont un grand problème de légitimité, c'est qu'ils ont pris le pouvoir contre les Almohades, qui avaient leur capitale à Marrakech, par la force, par juste leur asabiya. Alors qu'auparavant, les dynasties berbères qui avaient régné auparavant, les Almoravides et les Almohades, étaient des berbères, mais des berbères qui avaient pris le pouvoir au nom d'une idéologie religieuse, une darwa, un appel religieux. Le malékisme pour les Almoravides, l'almohadisme, c'est une doctrine religieuse spécifique pour les Almohades. Et les Mérinides, donc, eux, ils ont juste pris le pouvoir par la force. Ils n'ont aucune idéologie religieuse. Donc, ils ne se légitiment pas religieusement parlant. Donc, tu vois, ils manquent de légitimité. Qu'est-ce qu'ils vont faire au XIVe siècle? Comme ils manquent de légitimité, il va y avoir un phénomène qui va apparaître au XIVe siècle, c'est quoi? J'en ai parlé d'ailleurs dans le livre, hein. C'est le chérifisme, qui apparaît au XIVe siècle. C'est-à-dire qu'à Fès, on va redécouvrir par miracle le tombeau d'Idriss. Il y a son fantôme qui va se promener dans la ville. Et qu'est-ce que vont faire les Mérinides? Ils vont exempter d'impôts les chérifiens. Ils vont s'entourer de chérifiens.
Et en même temps, quand Les exemple, chérifiens, c'est chaud là-bas, c'est ça? c'est la Shourafa. Ah, c'est ceux-là, quoi. Et C'est quand le roi actuel. Et quand t'exemptes les chérifiens d'impôts, En fait, tu Shourafa, les c'est recenses, bien hein. descendant du prophète. Ils les ont recensés, tout ça. Quand tu les exemptes, bah, t'as plein de gens, du coup, des berbères du fin fond de la montagne, qui vont s'inventer des origines chérifiennes. Ouais. Oh, puis c'est tout bénef, tu paies pas d'impôts, tout ça, t'as des Ouais, privilèges et autres, c'est génial. Et ce phénomène, à partir du Maroc, eh ben, il va s'étendre jusqu'à au moins la Kabylie. C'est moins prégnant dans l'Est algérien et la Tunisie. Shourafa, tu le trouves moins en Tunisie, par exemple. Donc tu peux dire que c'est par opportunisme. Alors, déjà, c'est une crise de légitimité d'une dynastie berbère extrêmement, par contre, prestigieuse, qui sont les Mérinides à Fès. Quand tu vois les plus beaux monuments que tu vois à Fès aujourd'hui, c'est cette dynastie berbère qui les a construits. Medarsa, Bouinania, etc. D'ailleurs, à Tlemcen, ils ont souvent envahi Tlemcen, les plus beaux monuments que tu vois à Tlemcen, ils ont été construits par eux. Alors, les plus beaux monuments zianides, comme la Medarsa Tachminia, elle a été détruite par les Français à l'époque coloniale. Comme ça. On ne peut pas la voir. Et donc, il va y avoir cette crise de légitimité des Mérinides. Ils vont même chercher un moment, ils avaient reconnu le califat Hassid, comme je t'ai dit, à un moment, ils vont chercher à se proclamer calife eux-mêmes. Le problème, c'est que ce sont des berbères dans l'islam sunnite. Pour être dans l'école majoritaire, il faut être quraishite pour être calife. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut que tu t'inventes une généalogie, mais il faut que ça paraisse plus ou moins crédible. Et bon, ils ont tenté un moment, mais bon, ça n'a pas marché. Et en même temps, tu vas avoir autre chose. Donc, ça, tu vois, ça t'explique déjà la Shourafa. Shourafa, ça fait partie d'Imarazan. Bon. Et Moqarani, par exemple, au 19e siècle, tu vois, on est 4 siècles après les Mérinides. Moqarani, en Grande Kabylie, il se proclamait, il était chef. Enfin, selon lui, hein. Comme les Mir Abdelkader à Mascara. Et Moqarani avait d'ailleurs du mépris pour Shir Haddad, parce que Shir Haddad, tu vois ce que je veux dire, le forgeron, voilà, c'est pas prestigieux. Et qu'est-ce qui va se passer aussi? En fait, les Mérinides, dynastie extrêmement prestigieuse, va péricliter, elle va être remplacée par une autre dynastie berbère extrêmement proche, qui sont les Ouattacides au Maroc, mais en même temps, à cette époque-là, fin du Moyen-Âge, les Portugais, les Espagnols, etc., vont commencer à s'installer sur la côte marocaine. Puis après, ils vont s'installer sur la côte algérienne. Enfin, à l'époque, on ne disait pas Algérie-Maroc, mais tu as compris. Et ça va créer une crise religieuse extrêmement profonde dans la région. Une crise d'identité, parce que tu as des Européens qui commencent à s'implanter sur place. Et à cette époque, va se développer justement le maraboutisme, les aouïas vont devenir extrêmement prégnantes, etc. dans la vie. Et ça part du Maroc et ça s'étend vers le restant du Maghreb. Donc c'est la fin du Moyen-Âge, tout ça. Et la Kabylie, en fait, il faut, quand tu cherches l'origine de tout ça, il faut aller la chercher au Maroc. Hein. Bien souvent, ils prétendent venir de telle ou telle région du Maroc ou du Sahara occidental. C'est vrai, c'est ce qui est là. Voilà, Sarfiyat el-Hamra, etc. Voilà, ça c'est Sarfiyat el-Hamra, c'est. Qu'est-ce que j'ai pas entendu comme histoire En fait, Sarfiyat el-Hamra, c'est pas l'actuel Polisario, hein. Il faut bien préciser, c'est la montagne. Sarfiyat el-Hamra, c'est dans l'actuel Sahara occidental. C'est l'actuel, ok. Si je ne dis pas de bêtises. Et alors pour te donner juste d'autres exemples par rapport aux Berbères durant l'époque islamique. Donc par exemple, on sait que je t'avais dit à Tlemcen au XIIIe siècle, Mourassan ne parle que le berbère, mais à Fès aussi au XIIIe siècle. Les premiers sultans mérinides, l'un des premiers sultans mérinides ne parle aussi que le berbère. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement peu connu. Hein, tu vois c'est extrêmement peu connu, mais des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien des militants berbéristes que des militants arabo, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et les Almohades faisaient même l'appel à la prière en berbère. L'appel à la prière en berbère. Et le calife Abdelmoumin disait qu'il fallait lire en priorité le livre de Ibn Tumart, la Tazallit. Le livre de la prière, c'est Mazir. Parce que autant lire dans la version originale, tu vois ce que je veux dire? Tu vois pourquoi le berbère a atteint une telle hauteur à cette époque? On disait même c'est une langue pure, fasiha, fusha. Je crois que c'est le Marakshi qui dit ça, c'est un auteur du 12e de l'époque allemande, qui dit que le berbère est une langue pure. On appelait ça même la langue occidentale. C'est le berbère du sud marocain, le berbère en question. Et tout ça, c'est extrêmement méconnu. Les ibadites ont fait un usage, les ibadites sont essentiels pour comprendre l'islamisation du Maghreb. Parce que là, les ibadites ibadiennes, il n'y en a plus qu'à... Tu m'as filmé? Oh, ben oui. On va partager ça. Hein. Non, parce que si je dis parce que tu vois, quand je dis des trucs un peu polémiques, les berbéristes,